Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, comme à mon habitude, avec Charles Gave. Oui, Bonjour. et il paraît que vous allez dire du mal du gouvernement. Oui, une fois n'est pas coutume, nous allons dire du mal du gouvernement. Voilà, Je lui laisse la responsabilité des propos qu'il va tenir. Moi, non, vous mais savez, c'est un je suis changement. très prudent sur la façon dont je traite les autorités publiques, parce qu'on ne sait jamais, elles pourraient me faire du mal. Et voilà, j'avais prévu un changement de ligne éditoriale. Cette fois-ci, nous allons dire du mal du gouvernement. J'arrive pas à le croire. Voilà. Des points de détail, je suis sûr. Oui, des points de détail uniquement. Parce que sinon, dans 95% de ce qui est fait est très vous correct. Vous bien beaucoup sûr. d'ailleurs, vous mettez des poils roulés, donc oui, je voilà, ça. Ça montre bien que finalement je suis d'accord avec tout ce qui se fait. Donc la première chose que je voulais aborder, c'est un petit peu les coupures de courant et notamment une déclaration que j'avais trouvée absolument lunaire d'Emmanuel Macron. Alors ça devient une habitude quand même chez lui d'être furieux contre son propre gouvernement. Voilà. Alors en fait le gouvernement a l'habitude de nous annoncer les mauvaises nouvelles, donc on va voir le retour des masques, les trucs comme ça, les coupures de courant, et après on a Emmanuel Macron qui sort comme ça de son anonymat pour dire mais attendez, c'est pas possible, tout de même, le peuple français n'a pas accepté cela. Et donc, c'est exactement ce qu'il a fait sur ce thème des coupures de courant, en disant, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, si nous baissons la consommation d'énergie de 10%, il ne vous arrivera rien. Quelque part, c'est une manière de dire, si vous, les citoyens, vous faites votre boulot, c'est-à-dire... nous, on n'a pas besoin de faire le nôtre. Nous, au moins, on n'a pas besoin de faire le nôtre, et nos erreurs n'auront aucune conséquence. C'est quand même absolument génial. Oui, non, mais c'est une façon... Dans tous les films policiers, vous savez, il y a toujours deux flics, il y a toujours deux flics, et puis il y a ce qu'on appelle le good cop et le bad cop. Il y a le bon flic et le mauvais flic. Donc, Madame Borne a la tête du mauvais flic, oui. Oui, d'ailleurs, je trouve qu'elle remplit bien son rôle, elle a l'air d'une gaieté folle et tout, donc on sent que... Et Monsieur Macron, il remplit le rôle du bon flic, ça ne trompe que ceux qui n'ont jamais vu un film policier avec une trame policière qui a été particulièrement bête, quoi. Donc, l'impression que j'ai, c'est qu'il nous a toujours pris pour des crétins. Mais il est de plus en plus convaincu qu'on est très, très crétins. Effectivement, ça change pas. Ça change pas, non, mais il en est de plus en plus convaincu. D'ailleurs, pour l'avoir réélu, il fallait déjà être un peu crétin, quoi. Oui, c'est sûr. Mais d'ailleurs, ce qu'on note, c'est que, notamment dans le domaine... Des entreprises, les entreprises qui baissent le plus leur consommation d'énergie, c'est en fait notre domaine industriel, puisqu'en fait il y a des usines tout simplement qui sont obligées de fermer, donc nécessairement c'est un domaine dans lequel il y a moins 8%. On ferme pas la sécurité sociale. Non, ça on ferme pas. Mais non, ni les ministères. Mais donc il faut comprendre quand même que selon Emmanuel Macron, donc déjà ça fait 2-3 mois qu'on doit surtout pas allumer le chauffage au-dessus de 19 degrés. Bon, fort heureusement on a eu un mois de septembre, octobre et même novembre plutôt clément, donc je pense que ça... Il paraît qu'il va se mettre à faire froid. Alors déjà ça commence en ce moment et puis apparemment il va faire encore plus froid lors de ce mois de décembre effectivement, donc ça va être de plus en plus compliqué et en plus de ça ça me rappelle ce truc là des coupures, ça me rappelle à l'époque du confinement quand à Paris on n'avait pas le droit de courir, je crois que c'était après 18h ou 19h, ce qui faisait que dans la tranche horaire juste avant tout le monde allait courir en même temps et donc c'était le moment où la ville était la plus remplie, alors que si on laissait tout le monde courir à l'heure qu'il voulait, on allait pouvoir écarter les trucs. Et là on se disait, là je me dis, donc si on prévient les gens, je sais pas, dans la Creuse qu'il va commencer à faire froid et qu'en plus de ça le courant va être coupé entre 18 et 20h le vendredi soir, ça veut dire qu'à 17h ils vont tous le chauffage à fond en se disant sinon on va se les cailler dans 2 heures. Donc ça va sauter à 17h. Oui, le système sautera à 17h parce que c'est le moment où tout le monde est tiré. C'est pas possible, c'est comme les... mais ça me rappelle il y a quelques années en Grande-Bretagne, c'était il y a 3 ou 4 ans, non, c'était il y a 2 ans je crois, où il y avait eu une pénurie pour des raisons X, Y ou Z de carburant pour les voitures. Donc le gouvernement avait fait une annonce en disant « Paniquez pas les gars, il y a une pénurie, mais on travaille dessus. » Qu'est-ce qu'avaient fait tous les automobilistes ? Ils étaient partis faire le plein dans la seconde qui suivait. Oui. Et du coup, il y avait eu des queues pas possibles, tout s'était pété. Donc j'adore ce gouvernement qui dit « Paniquez pas les gars, on a la situation sous contrôle. »
ça me rappelle le commandant du Titanic, quoi. Vous voyez, tout va bien les gars, tous aux chaloupes, quoi. Ouais. Dès que j'entends Macron dire tout va bien, je me dis bon, où est la chaloupe, quoi. Qu'est-ce qu'il prépare? Faut la route de secours. Vite, préparons-nous au pire. Donc non, moi je trouve qu'il est il est précieux ce gars-là, parce que vous savez, dans le marché financier, il y a toujours des gars vous savez, qui achètent au plus haut et qui vendent au plus bas, qui font toujours les choses qu'il faut pas faire et tout, et on les connaît. Hein. Et au bout d'un certain temps, on se dit tiens, il est en train d'acheter, peut-être faudrait que j'arrête. Et je peux pas m'empêcher de penser que Macron, il me rappelle de façon extraordinaire un peu Giscard, qui achetait toujours au plus haut, qui vendait toujours au plus bas, et qui disait toujours qu'il avait eu raison de toute façon. Donc si vous voulez, tout le monde s'était ratatiné. Donc, mais il semble que l'inspection des finances donne une excellente formation pour le gars, pour se tromper et d'expliquer pourquoi il a eu raison de se tromper. Ça me paraît une caractéristique essentielle de la charge. Quoi. Tout à fait, mais d'ailleurs, il y a quelques journalistes qui se mettent à faire leur travail peut-être à 25% et qui commencent donc à poser à certains membres du gouvernement des questions quant aux décisions qui ont été prises dans tout le domaine énergétique depuis 6 ans. Et à chaque fois, il y a toujours un peu la même réponse, les mêmes éléments de langage dans ce que disent les ministres, et notamment Agnès Pannier-Runacher. C'est-à-dire que toutes les décisions en fait ont été prises avant 2017. Et d'ailleurs, nous les avons mises en œuvre parce qu'en fait, c'était très bien de le faire. Par exemple, la fermeture de Fessenheim, effectivement, ça avait été décidé sous Hollande. Sauf que Emmanuel Macron n'était absolument pas tenu de cette décision-là, puisque c'était lui qui était au pouvoir. Il n'était pas tenu, mais il a expliqué que c'était très bien de les fermer. Puis j'ai entendu son discours de l'époque, qui est ressorti sur YouTube. On ne peut pas compter sur les journalistes pour le faire ressortir, mais YouTube, il y a des gens qui les font ressortir. Et on peut difficilement censurer quelqu'un pour mauvais esprit qui reprend un discours du président de la République. Enfin, je pense que on peut pas. Pour mot, oui, c'est pas. On le laisse parler, c'est tout. Et il disait, et on va fermer la moitié des centrales d'ici 2035. Et on se dit bon, le type il a tout compris, quoi. Donc il a fermé, il s'est préparé. Et c'était ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a choisi comme Premier ministre celle qui avait été en charge de fermer les centrales et qui n'avait trouvé aucun problème à ça. Absolument, mais d'ailleurs j'ai noté quelques phrases parce que justement je suis consciencieux de mon travail. Donc on va commencer avec Barbara Pompili qui disait donc le 26 octobre 2018, construction de 6 EPR, on serait dans l'absurde, il n'y a que des problèmes sur l'EPR, on va au contraire faire la diversification du mix en baissant la part du nucléaire tout en combattant le changement climatique, c'est le respect de la loi de transition énergétique. Donc là on voit bien qu'il y a quand même une cohérence entre la baisse du nucléaire et tout ce qui est programme d'Emmanuel Macron. Ensuite j'ai quelques tweets d'Emmanuel Borne. Alors un du 22 février 2020, la mise à l'arrêt de la centrale de Fessenheim incarne l'écologie de responsabilité. C'est une drôle d'utilisation du mot de responsabilité que nous portons. Tenir ses promesses, transformer en profondeur, accompagner les Français, voilà les fondations que nous conduiront vers un nouveau modèle écologique. Le premier réacteur de Fessenheim sera mis à l'arrêt samedi. C'est un engagement d'Emmanuel Macron. C'est un moment historique pour notre politique énergétique, cohérent avec nos objectifs, baisser la part du nucléaire, augmenter la part du renouvelable et arrêter complètement les centrales à charbon. Je vous arrête une seconde là. Renouvelable. Encore une fois, quand les mots changent de sens, les pays deviennent ingouvernables. Le vent est renouvelable. Le soleil est renouvelable, mais les machins qu'on bâtit pour utiliser le vent ne le sont pas. Ça bouffe comme de l'énergie, ça bouffe du terrain, c'est dégueulasse, ça salit tout. Donc, si vous voulez dire des énergies renouvelables, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Effectivement, je crois qu'il faudrait arrêter de parler d'énergie renouvelable parce que ça sous-entend l'idée que c'est bien. Oui. Parce que c'est renouvelable, c'est bien. Même s'il faudrait remplacer toutes les infrastructures tous les 3 ans, ce serait quand même bien parce que c'est renouvelable. Mais les machins qu'on bâtit, ils en utilisent de l'énergie. Hein. Le ciment, par exemple. Évidemment. Et il faudrait plutôt parler, selon moi, d'énergie bas carbone. C'est-à-dire, on prend une manière de faire de l'énergie. On regarde, par exemple, sur 30 ans, ce que ça pollue et ce que ça crée. Et on essaye de regarder, à ce moment-là, quel est le meilleur rendement. Et évidemment que le meilleur rendement, à la fin, c'est le nucléaire. C'est tout à fait évident. Et en plus, bas carbone, ça suppose... C'est le bouquin que j'ai lu de cet Américain dont j'ai parlé, je crois, la dernière fois, mais ça suppose qu'on soit certain que c'est le carbone qui est à l'origine du réchauffement climatique. Or, cet homme qui est un vrai scientifique semble avoir les doutes les plus
les plus graves, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à comprendre comment fonctionnait le climat. Donc si vous voulez, il y a toute une série de choses là-dedans. Il y a des présupposés, des affirmatifs. Bon, on nous explique que la Terre est plate. Bon, si vous dites que la Terre est pas plate, on vous envoie dans les ténèbres extérieures où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais c'est curieux. Donc, il y a toute une série dans ce discours de choses que l'on considère, que les gens nous disent, c'est même pas la peine de le discuter. Et moi, j'ai toujours envie de lever de la main et de dire, attendez, là, le premier point que vous avez dit, on peut peut-être en discuter. Le deuxième, on peut peut-être en discuter. Ça me rappelle ce qui m'était arrivé il y a très longtemps. C'était dans l'approvisionnement de crise de l'énergie en 73. J'étais un jeune analyste financier dans une banque. J'ai dû le raconter d'ailleurs. Mais puis, il y a un broker canadien qui arrive et qui explique qu'il faut acheter Imperial Oil parce que le prix du pétrole va beaucoup monter. Il avait raison. Et que Imperial Oil, qui était la plus grosse société de pétrole canadienne à l'époque, avait plein de pétrole et que donc elle allait beaucoup monter et que tout allait bien. Et alors j'ai levé la main, j'ai dit, dites-moi, là vous faites une hypothèse qui est très intéressante, mais qu'est-ce qui vous prouve que le gouvernement canadien va pas bloquer les prix du pétrole pour empêcher, pour protéger, pour mettre un bouclier, vous savez, le fameux bouclier, là, ils y étaient déjà. La salle, on était 200, là, morte de rire, qui se fout. Et 6 mois après, quand le prix du pétrole montrait, les Canadiens ont bloqué le prix du pétrole. Donc celui qui a acheté Imperial Oil, il s'est fait massacrer. Donc je veux dire par là, il y a toute une série de présupposés que ces gens-là font. Et on passe de la proposition 1 à la proposition 2, par une suite logique, mais si la proposition est fausse, tout le reste du raisonnement est complètement faux. Oui. Voilà. Et donc, vous voyez tout ça et vous dites, mais on pourrait peut-être pas discuter un petit peu du CO2, là. Quel est vraiment le rôle du CO2 ? Est-ce qu'on en est sûr ? Alors, effectivement, en vrai, c'est la première question du raisonnement, c'est-à-dire que la base de tout ça, c'est endiguer tout ce qui est réchauffement climatique. On part du principe qu'effectivement, les gaz, alors que c'est mauvais, que les gaz à effet de serre créent le réchauffement climatique. Ce qui, éventuellement, pourrait être discutable, effectivement. Maintenant, même si on partait de ce principe-là, c'est-à-dire que même si on acceptait le fait qu'effectivement, il fallait combattre les émissions de gaz à effet de serre, etc., mais à ce moment-là, même en partant de ce présupposé-là, les énergies renouvelables, en fait, ne permettent pas de le faire efficacement. Ça permet de le faire marginalement, mais ça ne permet pas de distribuer l'énergie à tout un pays. Et puis ça veut dire qu'on condamne à la pauvreté tous les gens qui sont pas arrivés à un niveau de développement suffisant, comme toute l'Afrique, toute l'Inde, toute la Chine, et les types ils disent, si ça vous fait rien, on va continuer à brûler du charbon. Et je suis en train de voir arriver un monstre auquel je ne m'attendais pas. Vous savez, une espèce de créature intellectuelle, parfois, qui sont... Bon, le marxisme, c'était une monstruosité, bon, on l'a bien vu. Le malthusianisme, c'en était une autre. Mais maintenant, le malthusianisme et le marxisme sont en train de copuler frénétiquement et nous amener une nouvelle créature qui est le marxiste, qui est pour l'euthanasie, qui est pour la fin de l'histoire, qui est dans le fond de la... Donc, vous avez une créature qui est en train d'apparaître, qui est le mélange d'un marxiste et d'un malthusien, c'est-à-dire de type qui vous dit, on est certain que qu'on va vers le réchauffement climatique, on va tous mourir, mais il faut un gouvernement mondial pour qu'on meure tous lentement. Et pour ça, il faut un gouvernement communiste qui va répartir l'énergie de façon homogène. Vous aurez le droit de faire 4 voyages aériens dans votre vie, quoi, pas plus. Ouais. Mais vous regardez ça, vous dites, mais... Voilà encore un truc. Alors, le mariage de 2 monstres, ça vous fait un vrai cauchemar, ça, parce qu'aucune des 2 parties n'est prouvée. Ouais. Mais ça fait rien, on vous explique de façon qu'il n'y a aucune chance, qu'on ne peut pas faire autrement. Mais attends, mon grand, et la liberté individuelle, et le libre arbitre ? Si, on peut faire autrement. Et si toi, donc, ça me laisse pantois, si vous voulez, cette espèce de déterminisme à la fois marxiste et malthusien dans lequel on se lance à corps perdu. Bon, je sais pas, il y a peut-être des corneaux comme Attali qui y croient, mais je vois pas d'autres qui y croient, quoi. Effectivement, le danger, c'est quelque part non seulement que cette idéologie existe, mais qu'en plus elle se planétarise et qu'elle est extrêmement répandue chez nos élites, et que ce soit les élites françaises qui veulent absolument copier tout ce que font les élites allemandes, ou par exemple, effectivement, vous avez effleuré la question de l'euthanasie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez généralisé au Canada. Pareil avec
avec comment dire la stérilisation des hommes, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Enfin, je veux dire. Oui, mais ils aimeraient surtout se débarrasser de leur grand-mère qui met du temps à leur passer l'héritage, j'en sais rien, mais eux, je suis beaucoup moins sûr. Vous savez, j'ai vu de plus en plus d'articles qui parlent de certaines choses, notamment dans la génération des 30-40 ans, notamment. Ah, mais là, on est tous pour l'euthanasie, parce que c'est dans 40 ans. Oui. Mais on est pour l'euthanasie de ses parents ou de ses grands-parents. Attendez, parce que il y a beaucoup de gens qui vont chez le psy à cet âge-là, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes personnels, qui sont dépressifs, etc. Et de plus en plus, les psys leur disent, bah écoutez, j'ai une solution à vos problèmes. Vous pouvez vous suicider, quoi. Vous pouvez aller dans telle ou telle clinique et on va vous aider à mourir. Et voilà comment on va résoudre le. Il y en a combien qui vont ? Ah bah maintenant ça se compte en dizaines de milliers par an. Hein. Ah bon ? Au Canada, oui. Au Canada ? Ouais. Ça fait un paquet, hein, quand même. Ben, moi je veux bien le croire, mais ça me laisse pantois. Mais c'est une négation de la médecine, c'est une négation de notre civilisation. Moi j'aimais beaucoup Reagan, vous savez, il me faisait toujours rire, mais il y avait quelqu'un qui manifestait contre lui violemment en faveur de l'avortement. Il était très violent, le jeune homme en question. Et Reagan qui le regardait et qui a dit « Mais quand je vous vois, dans le fond, je me dis que Madame votre mère aurait eu le droit de se faire avorter, quand même. » Ah oui, c'est un argument massu, un peu. Mais c'est toujours pareil, si vous trouvez que la vie est insupportable et tout, mais la solution a toujours existé. Oui, mais je trouve ça un petit peu lâche de demander aux autres de le faire pour soi. C'est-à-dire d'aller dans une clinique, parce que je veux dire, oui, le suicide existe depuis que l'homme existe. Je veux dire, c'est la liberté essentielle, c'est la liberté de disparaître. Là où ça devient problématique, c'est quand on va voir un médecin et lui dire t'es obligé de me tuer. Non, ça, on n'a pas le droit. Parce que lui, d'après le serment qu'il a fait, c'est qu'en aucun cas il ne doit donner la mort. Ouais, mais maintenant, de plus en plus, en fait, la dialectique qui consiste à le faire accepter, c'est dire que finalement, la mort, en quelque sorte, est un soin, puisqu'elle permet d'éviter tous les problèmes du monde. C'est sûr, oui, c'est vrai, mais enfin, considérer que la mort est un soin, considérer que... la finalité du soin... On est dans une civilisation de la mort, on refuse la vie, on refuse la naissance, on prie pour l'euthanasie. Et j'ai même lu des articles qui disaient il faut que l'homme disparaisse de la Terre pour que la Terre survive. Mais la Gaïa, vous savez, la déesse Gaïa, mais ça veut dire un truc très profond, ça veut dire que ces gens-là ne comprennent pas que la Terre n'existe parce que nous la concevons. C'est-à-dire les animaux, ils savent pas que la Terre existe. Ils sont contents d'être là, je dis pas le contraire. Bien sûr, oui, c'est un concept humain. Oui. Mais donc, si vous voulez, c'est la conscience qui fait naître l'existence. C'est pas l'existence qui donne la conscience, c'est la conscience qui d'un seul coup nous fait comprendre qu'il y a des choses qui existent. Et c'est pas de quand on me dit on va laisser l'existence mais on va supprimer la conscience, je leur dis vous êtes cinglés. Vous êtes cinglés. Et surtout qu'il ne s'agit pas, selon moi, si quelque chose doit être sauvé, à la limite, on peut considérer que l'espèce humaine va être mise en danger par le réchauffement climatique, que peut-être on pourrait avoir une influence sur ce réchauffement climatique et qu'il faudrait le sauver, mais enfin, c'est pas la Terre qu'on doit sauver. D'abord, plusieurs remarques. La première, c'est que toutes les périodes de grand froid, c'est là où il y a des baisses de population absolument monstrueuses, c'est-à-dire que les grands froids tuent beaucoup plus que les chaleurs, c'est tout à fait évident. Et la deuxième, c'est que toutes les études que j'ai lues, moi, ce qui m'a beaucoup surpris récemment en plus, c'est que les jours, il n'y a pas de jours, les canicules n'augmentent pas, c'est le nombre des jours très froids qui diminue fortement. Donc c'est pour ça que la température moyenne monte. Mais ça ne me gêne pas que les jours de grand froid. Alors c'est sûr que si le réchauffement climatique, c'est le mois de novembre qu'on a eu, moi ça me dérange pas tellement. Ben voilà, c'est ce que je me tue à dire aux gens. Alors il arrive quand ce réchauffement climatique ? Parce que là je commence à me cailler à nouveau, je trouve ça très désagréable. Non mais il y a une espèce de pensée magique dans tout ça qui ne tient pas debout. Moi ce qui m'étonne c'est le côté irrationnel de tout ça. Oui. C'est un côté... c'est pas scientifique, c'est pas prouvé, et on nous assène, comme on l'a dit pour le Covid, comme on l'a dit pour le taux zéro en économie, que tout ça c'est la science. C'est pas du tout la science. La science ne peut rien prouver.
parce qu'elle peut avancer des théories jusqu'au moment où cette théorie est infirmée. Donc quand quelqu'un me dit la science est arrêtée, je dis donc c'est plus la science, ça devient de la croyance. Oui, c'est vrai que oui, par définition, oui, par définition, la science n'est jamais arrêtée. Oui, il n'y a pas de consensus scientifique, point barre. Effectivement, mais en plus de ça, le but scientifique n'est même plus brandi. À la fin, on a juste un objectif. On a encore, j'ai encore Emmanuel Macron, la transition vers 50% de nucléaire, je vais la porter à l'horizon 2035. Ça, il le disait donc en 2017. Sur le nucléaire, concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront fermés d'ici 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Il se prolongera avec la fermeture de 4 à 6 réacteurs avant 2030. Et c'est vraiment genre... On a vraiment l'idée qu'il faut baisser le nucléaire. Alors on ne sait pas pourquoi, mais il faut baisser le nucléaire. C'est comme ça. On ne nous a pas expliqué. D'ailleurs, pourquoi le réduire juste à 50% et pas davantage. On était à 75, il faut le réduire à 50. Bon, d'accord. Explique-moi pourquoi. Pourquoi pas complètement, d'ailleurs. Je veux dire, si c'est une énergie néfaste, il faudrait peut-être... si elle est vraiment néfaste, il faudrait... C'est ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne, avec Madame Merkel, ils ont décidé de fermer du jour au lendemain, quoi. Boum. Ouais. Et puis maintenant, ils brûlent du charbon parce que ils ont toujours besoin d'énergie. Ouais. Et ils ont fermé leur centrale nucléaire. Mais vous savez, c'est l'histoire. Macron, il me fait penser irrésistiblement à ce type qui dit s'il faut couper la queue du chien, on va la couper en plusieurs fois pour que la pauvre bête souffre pas trop. Quoi, la première. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est donc si on doit se passer de l'énergie nucléaire, les gars, on l'arrête, mais vite. Si c'est vraiment une saloperie, comme vous le dites très justement. Donc, je sais pas, mais tout ça, c'était des enfantillages de spécialistes de la communication. Ils essayent de nous faire passer des vessies pour des lanternes, et ils pensent que, comme disait Goebbels, si un mensonge est répété suffisamment de fois, ça devient une vérité. J'ai eu un peu peur quand vous aviez cité Goebbels. Mais c'est lui qui a trouvé ça. Ouais, c'est vrai. Si vous répétez suffisamment de fois un mensonge, et il est possible que cette histoire de réchauffement atmosphérique soit un mensonge, et maintenant tout le monde y croit. Et les enfants dans les écoles sont terrifiés. Parce que vous imaginez pas la trouille que ça fait à tous les enfants, l'idée qu'il va peut-être pas y avoir assez à bouffer et tout, c'est leur crainte. Bien sûr, et ça a même un nom maintenant, ça s'appelle l'éco-anxiété. L'éco-anxiété. Donc on est en train de foutre la trouille à des générations entières de gamins. C'est ça. À la place de jouer au football et de se mettre des claques, ils sont là en train de se faire des soucis pour la planète. Mais c'est extraordinaire. Donc j'ai reçu ici le docteur Vomer, là, qui est l'ancienne... et elle me disait qu'il y avait des crises de panique maintenant, mais suicidaires chez des enfants de 6, 7, 8 ans. Qu'ils n'avaient jamais vu. C'est complètement criminel de faire ça. Quoi. Et donc, à 6 ans, ils ont ce genre de réflexe. Ensuite, ils viennent faire des vidéos sur Combini ou Brut pour dire qu'ils n'ont pas envie de faire des enfants, ou alors qu'ils regrettent d'en avoir, des trucs comme ça. Il y a aussi cette mode maintenant donc, chez les hommes de la vasectomie, donc pour être sûr que vraiment on ne fera jamais d'enfants, parce que ça, c'est vraiment très grave. Et évidemment... il y a cette volonté de dire que la natalité, par principe, c'est quelque chose de mal, mais évidemment, on s'attaque uniquement à la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a des pays, notamment le Niger, où la natalité par femme, c'est 7 enfants par femme. Là, on ne considère pas que c'est un problème. Et à un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Non, mais c'est ce que je vous dis, on est dans une pensée magique, et derrière ça, il y a l'idée que l'homme blanc est responsable de tous ces malheurs, parce que c'est un peu lui qui a été à l'origine des progrès scientifiques qui ont permis, et on dit ces projets scientifiques, on a bouffé notre avenir, donc on n'a plus d'avenir, parce que ils ont bouffé toutes les ressources de la planète. Mais moi, quand j'avais donc à peu près votre âge, donc je commençais à travailler, il y a eu une grande crise énergétique dans les années 70. Et ce qui avait passionnant, c'est qu'à l'époque, je travaillais déjà là-dessus, le monde consommait 50 millions de barils par jour de pétrole. Et tous les grands spécialistes m'expliquaient qu'il y en avait pour 7 à 8 ans. Et quand on a 7 à 8 ans, on allait tous mourir de froid dans le noir. Hein. Aujourd'hui, on consomme 100 millions de barils par jour, et il y en a pour au minimum 12 ans. Mais on me sert les mêmes... Et les mêmes, à l'époque, me disaient de façon tout à fait extraordinaire que l'Inde, qui avait 700 millions d'habitants à l'époque, il y allait avoir une famine dans les 4 ou 5 ans qui venaient, et il y en avait 200 millions qui allaient mourir. On ne pouvait pas l'éviter, quoi. C'était
Bon, aujourd'hui, il y a 1,4 milliard d'habitants et ils exportent du blé parce qu'on a trouvé une nouvelle forme de blé avec des tiges courtes qui permet d'en faire beaucoup plus avec de moins d'eau, etc. Donc il y a eu un progrès technologique qui a fait que l'Inde n'est pas morte de faim. Mais c'est la même chose à chaque fois. Quand est-ce qu'ils vont cesser de faire ces prédictions cataclysmiques et qui foutent la boule à tout le monde? Il faut dire aux enfants, écoutez, vous savez quoi, plutôt que de faire des études de sociologie, vous allez faire des études de sciences, essayer de trouver une solution au problème de l'énergie. Ça serait intelligent, ça leur donnerait un but. Mais là, on leur explique, on va droit dans le mur et vous pouvez rien faire et on va tous mourir. Pareil, il me semble qu'on a considérablement augmenté la masse en fait, de production agricole aux États-Unis avec beaucoup moins d'engrais que ce qui était utilisé, par exemple, dans les années 70. Parce qu'on a changé les semences, etc. Donc, on fait des progrès technologiques absolument extraordinaires. Il ne faut pas oublier que Malthus disait simplement, bon, mais la population se développe en progression géométrique, c'est-à-dire une espèce d'exponentielle qui monte comme ça, et puis la production agricole peut se développer de façon arithmétique, donc il y a un moment où les deux vont s'écarter, on va mourir de faim. Mais 250 ans après, il continue à dire la même connerie. C'est 200 ans, parce qu'il était du sang Malthus. Mais enfin, quand est-ce qu'on va dire aux gens, mais ça vous gêne pas d'avoir tort depuis 200 ans? Effectivement, oui. Et surtout, en plus, puisque par rapport à il y a 200 ans, aujourd'hui, l'homme a considérablement diversifié ses sources d'énergie. En fait, aujourd'hui, ce qui est là où on voit que le récit malthusien est un peu bancal, c'est que on doit manquer. En même temps, on n'a plus de pétrole. En même temps, on n'a plus d'uranium. En même temps, on n'a plus de rien. Donc, en fait, il faut arrêter de consommer de l'énergie. C'est du pipeau parce que de toute façon, on a eu toutes les centrales nucléaires qui ont tourné, qui ont fait des espèces de déchets qui sont utilisés qu'à un tout petit pourcentage. Donc on peut prendre ces déchets, les mettre dans les nouvelles centrales et ça marchera encore pendant 200 ans. Donc on sait qu'en déchets, on a de quoi faire marcher les nouvelles centrales pendant 200 ans sans même aller chercher de l'uranium en Afrique. Ouais. Enfin, jusqu'à quand va-t-on raconter des bêtises? Et je crois que derrière ça, il y a une volonté très forte pour une partie de la population, ceux qui savent, là, les sachants, de prendre le contrôle des autres. Parce qu'encore une fois, pour prendre le contrôle des autres, il faut leur foutre la trouille. On l'a vu pour le Covid, on l'a vu pour... Donc c'est... derrière ça, fonctionne il y a un projet, largement. Ça fonctionne, mais il y a un projet profondément antidémocratique. J'ai vu quand même, c'est un sondage de... Je ne sais plus quel institut, mais c'était sorti dans le Figaro ce matin. Plus de 7 Français sur 10 se disent choqués par ces histoires de coupures. Il n'y a que 7 Français sur 10. Mais comment il n'y a pas 10 Français sur 10? Mais comment il n'y a pas 10 Français sur 10? Mais les 3 sur 10 qui sont dans l'administration espèrent que ça va leur donner le droit de distribuer des tickets de rationnement et qu'enfin ils seront le sommet du panier. Mais je pense que c'est ça doit les exciter. Peut-être ils se disent, oh là, trop bien, on va manquer de trucs, oh là, j'adore. J'adore parce que moi je pourrais toujours prendre l'avion du GLAM ou l'avion du président de la République et aller me promener. Mais oui, ce qui est embêtant, c'est quand il y a trop de monde pendant l'Acropole. J'ai été l'été dernier. Il y avait un monde noir, là, vous savez, mais c'était mieux au 18e quand il y avait 3 personnes qui étaient à l'Acropole. Ah oui, c'est sûr, c'était plus sympa. Oui. C'était plus sympa, regardez les photos d'Athènes à l'époque, c'était, après 300-400 ans de règne de la Turquie là-bas, c'était devenu un endroit complètement pelé, il n'y avait plus rien, quoi, c'était... Non mais... Je peux pas exprimer mon indignation plus fortement que ça, mais qu'est-ce qui donne le droit à ces faux savants de prétendre savoir des choses qu'ils ne savent pas? Mais c'est surtout, non seulement... Bon, à la limite, ils pourraient... Si c'était juste ça, si c'était juste prétendre des choses qu'ils ne savent pas vraiment... Ça, on a le droit de se tromper. S'ils se trompaient, bon, et qui disaient avec un aplomb de dingue des choses qui étaient complètement fausses. Bon, le problème, c'est que ça a des conséquences énormes derrière en termes de décision, parce que ça pourrit la vie de tout le monde. Je peux rassurer tous nos auditeurs, hein, là, je vais le dire rapidement, mais en Chine, en Inde, en Indonésie, partout... Ils en ont rien à foutre du réchauffement atmosphérique. Et je te brûle du charbon, et je te fais des centrales de tout. Donc c'est un machin que l'homme blanc s'inflige à lui-même. Et bien sûr, il faut comprendre qu'il y a quand même 1 milliard d'Indiens qui est en train de se mettre à la voiture individuelle. En fait, c'est en train d'arriver pour eux. Nous, ça existe depuis les années 70, mais enfin, eux, ils comprennent maintenant. 1 milliard en plus, donc en plus de ça... Plus les Chinois, plus les Indonésiens, plus les Brésiliens, plus les... Alors, évidemment... Et je tiens à signaler aussi que à peu près toute la Sibérie, c'est des mines de charbon. Je veux dire, parce que c'est là où il y a tous les arbres qui ont... Vous savez, je vous ai raconté l'histoire du charbon, non? Mais
Le charbon, c'est à un moment, il y a les arbres, sur la Terre, c'est bien pousser des arbres. Bon, c'est pas très bien pour moi. Et puis pendant à peu près 300-400 millions d'années, enfin, c'est court, quoi. Il n'y avait pas d'organismes qui pouvaient bouffer les arbres qui étaient morts. Ouais. Donc, ça fait des mines de charbon. Puis ensuite, il y a des organismes qui sont arrivés qui les ont bouffés, il n'y a plus de charbon. Donc, tout le charbon du monde, il a été fait pendant ces 300-400 millions d'années, je ne sais pas combien d'années. Et puis là, maintenant, il y en a partout en Sibérie, il y en a partout. Donc, on n'a aucune pénurie de charbon. Mais on ne sait pas quoi en foutre du charbon, il y en a partout. Je crois qu'il y en a pour 250 ou 300 ans. On n'a aucune pénurie de gaz, on en trouve tout le temps. Le pétrole, bon, c'est de plus en plus difficile, mais sinon, je vous signale que les 3/4 de la planète, c'est des océans. Donc il y a bien des endroits où, quand ça sera suffisamment rentable, on pourra aller faire des trous ailleurs. Donc l'idée qu'il y a une pénurie possible est idiote. Et ensuite, l'idée que ce réchauffement atmosphérique se passe par le CO2, j'en ai discuté avec des tas de scientifiques, il y en a une bonne moitié qui disent pas évident, on n'est pas du tout convaincus. Mais je suis surpris de la rapidité avec laquelle cette idée a été prise par les systèmes politiques pour bouffer nos libertés. C'est exactement comme le Covid, ça a servi à tester l'idée, est-ce que le Conseil d'État, est-ce que le Conseil constitutionnel peuvent nous protéger ? Eh ben, la réponse est non. Non. Mais non, et donc maintenant, ils vont nous sortir le même truc, l'urgence. L'urgence écologique. L'écologique va nous empêcher. C'est ça. Avec l'urgence écologique, il faut vous assurer que si on mettait tout le monde, encore une fois, dans des camps de concentration, dans les camps de concentration, on bouffe assez peu d'énergie. Hein. Et je note d'ailleurs, puisque j'avais vu la carte passer, la carte de France de où il y allait avoir des coupures. Alors moi, je vais pas me plaindre en tant que Parisien, mais enfin l'Île-de-France n'est pas dans la zone de danger, quoi. Évidemment, ça aurait été compliqué, je pense, pour notre administration d'assumer une coupure de courant à Paris. Ils arrêteraient peut-être de faire du mal. Ah, oui, ce serait peut-être la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Vous savez, c'était en Belgique il y a quelques années, il y avait pendant 2 ans et demi, ils n'ont pas eu de gouvernement, ça n'a jamais marché aussi bien en Belgique. Oui, je connais cette histoire. C'est vrai, hein. Vous regardez les statistiques, tout ça, ça marchait le tonnerre de Dieu. Ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi un truc dont on ne parle jamais, mais faut quand même se souvenir qu'il y a quelques années, il y avait un débat sur si en France on allait pouvoir ou pas creuser pour retrouver du gaz de schiste. Mais il y en a partout, mais on n'a pas le droit. Il y en a partout, les États-Unis le font. Et il y avait eu donc des débats à l'époque, c'était oui, non mais vous vous rendez compte, il y a un risque écologique, machin, de pollution énorme. Et aux États-Unis, ils le font, ils n'ont aucun problème avec. Et nous, on pourrait le faire, ça pourrait considérablement... on pourrait augmenter notre capacité de production, on pourrait donc l'exporter, la vendre, enfin voilà, ça pourrait faire rentrer des sous, ce serait sympa, mais évidemment, on se l'interdit nous-mêmes. Non seulement ça, mais on a même interdit 2 choses. On a interdit de faire des études pour savoir si ça serait rentable, de faire des études, ce qui est absolument incroyable. Et la deuxième, c'est qu'on va acheter le gaz de schiste aux États-Unis. Donc on fait le même processus qu'on a fait pour notre industrie. On devient écologiquement sain, mais on envoie nos usines polluantes en Turquie. Ouais. Où eux, ils salopent, mais c'est pas de notre faute, on n'y a pour rien. Ça. Donc, c'est d'une hypocrisie totale, c'est-à-dire que... Et alors en plus, si par exemple ils font du ciment qui est dégueulasse à faire, on va acheter du ciment turc, on le fera venir dans des bateaux qui vont bouffer beaucoup plus d'énergie que si on l'avait fait carrément. Ouais. Donc il y a une espèce d'hypocrisie là-dedans qui dépasse l'entendement. Effectivement. C'est donc si vous corrigez les dépenses énergétiques et le réchauffement atmosphérique qui viendrait de le lâchage du CO2 ou j'en sais rien, de l'Europe par le fait qu'elle a exporté toutes ces industries polluantes ailleurs, vous voyez qu'on n'a fait aucun progrès. Mais par contre, si on regarde les statistiques, on dit quand même que ces Chinois, ils sont dégueulasses. On achète leurs produits après. Non, mais c'est sûr, si notre gouvernement avait été missionné par l'étranger pour démanteler, je veux dire, de manière systématique la France... Pour l'énergie nucléaire, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que la demande de l'Allemagne, ils ont bien démantelé. Foutre en l'air EDF... Ouais. Écoutez, il y a 10 ans, ça a été respecté. C'est quand même 10 ans, le EDF qui produisait à 40, je sais plus quoi, euros par, je sais plus quoi, kilowatt, j'en sais rien. Maintenant, c'est à 200 ou je sais pas combien non plus. On m'aurait dit, écoutez, nucléaire, ils vont produire à 40 et ils vont vendre à 200. Je me suis dit, en bon financier, je me suis dit, la belle affaire. Eh ben, ils ont réussi à faire faillite EDF. Ouais.
Mais comment est-ce possible d'être arrivé à un type qui produit à 40 et qui vend à 200, le mettre en faillite? Faut avoir fait de longues études. Hein. Ouais. C'est quand même étonnant. Faut être haut placé dans l'administration. Mais il faut arriver, mais c'est un coup de génie, quoi. C'est foutre en l'air ça, c'est, je sais pas. C'est comme à Zincourt, comme on avait perdu, je crois qu'on était 30 000 Français, il y avait 1200 Anglais, on a réussi à se faire massacrer, quoi. C'était, c'est à peu près de cet endroit-là. Donc on a quand même une classe dirigeante qui est tout à fait capable de perdre les batailles les plus imperdables. Tout à fait, mais d'ailleurs... Ils appellent ça un état stratège. Il y a une volonté de persister dans l'erreur. J'ai encore vu une phrase de Pannier-Runacher qui est littéralement fausse. C'est-à-dire qu'elle a dit « Nous n'avons de toute façon jamais été souverains en matière énergétique ». Elle a dit même mieux encore que le gouvernement avait choisi cette indépendance, avait tout fait pour aller vers cette indépendance. Or, j'ai une infographie ici que je sors du Figaro où on a toutes les années. Donc en bas, vous pouvez voir ici, en bas c'est 2012, en haut c'est 2022. En bleu c'est tout ce qu'on produit et qu'on exporte, et en jaune c'est tout ce qu'on importe. Et alors on a quelques années, notamment là 2014-2015 où on est donc complètement autonome, on n'exporte rien, et ici 2022, donc notamment depuis 2020, on fait que exporter de plus en plus, et en 2022 on importe plus qu'on exporte. Donc c'est quand même assez choquant, je trouve. C'est littéralement un mensonge, quoi, de la part de notre ministre. Mais ça ne les gêne pas, parce que autrefois les journalistes faisaient leur boulot de repérer les mensonges, mais maintenant vous écoutez Monsieur Apathy, j'ai vu un débat entre les deux, ils se donnaient, Madame Elkrief, je crois, elle s'appelle. Ouais, Ruth Elkrief. Ruth Elkrief, c'était passionnant, parce qu'ils étaient tous les deux en train de se décarcasser pour trouver des excuses à Macron. C'était bouleversant d'indépendance. On sentait que la brosse à reluire, on avait mis du nouveau cirage et qu'il fallait la passer tout de suite. Mais enfin, on se dit, oh mon Dieu, ça, des journalistes. En tout cas, je crois que c'est plutôt un bon exercice de gymnastique mentale que de chercher à en tout cas garder tout ce qui est crédibilité du gouvernement sur cette question. Je trouve que c'est un bon exercice, en tout cas. Moi, je serais incapable de le faire. C'est pas difficile de faire les recherches pour se rendre compte qu'ils ont fait que des âneries, mais... Oui. Bon, voilà pour tout ce qui est volet énergétique. On s'énerve quand même. Oui, on s'énerve, mais il y a de quoi en même temps, il y a de quoi. On s'énerve, mais le jour où il faudra marcher dans le froid, parce que avec des sabots et une robe de bure, parce que on recevra plus de textile de nulle part, et qu'on n'en fait plus du textile. Ouais. Hein. Donc je sais pas avec quoi on se baladera avec des peaux de bêtes sur le dos. On vient chercher dans les vieux manteaux de fourrure, vous savez. Mm-hmm. On va aller les chercher. Bref, non mais je veux dire. Il va falloir qu'on arrive à un état de dépérissement et d'appauvrissement gigantesque pour que les gens commencent à se dire, mais on est gouverné par des pantins. Oui, non, mais je me demande ce qu'il leur faut aux gens, quoi. Je me demande ce qu'il leur faut. Parce qu'il y a eu les gilets jaunes, mais les pauvres, on les a massacrés, on leur a coupé les yeux, on leur a coupé les mains. Donc, si j'ose dire, le peuple a fait une bonne jacquerie, comme il savait les faire. Autrefois, les rois de France faisaient attention quand il y avait une jacquerie. Ils disaient, bon, on a peut-être été un peu loin, là. Quoi. Mais non, pas du tout, là. Ils sont... Donc je sais pas, moi je me demande ce que les gens attendent pour dire, mais tiens, il y a un type qui m'a mis un petit mot, vous savez, sur les sites sur lesquels je sévis. Il m'a dit, dites-moi, je pense à lancer une affaire, est-ce que vous pourriez peut-être me financer? Je pense à créer une fabrique de faux et d'épées, vous savez, pour pouvoir aider le peuple à se révolter. Je me suis dit, c'est un business plan qui me paraît... Effectivement, on pourra peut-être remplacer tous les flingues qui sont donnés par tous ces gens qui sont notamment des boomers, j'imagine pro-Macron, qui les ont donnés avec grand plaisir à la gendarmerie en disant « Oh là là, une arme chez moi, c'est très dangereux. » Surtout, je préfère la donner à l'État. Il y a plus d'armes dans le monde, qui a de plus d'armes dans les citoyens. Je me demande si c'est pas la Suisse, peut-être. C'est la Suisse, parce que chaque homme a son fusil de guerre chez lui. Ouais, normal. Avec ses munitions. Au cas où. Non, mais non, nous chez nous, on a des gens qui disent « Ouh là là, il y a un fusil dans le placard, c'est très dangereux, imaginez fusil que de je tombe grand-père, dessus. » Qui est rouillé, enfin bref. Non, mais on est gouverné par une classe incompétente. J'avais écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes ».
Et je suis en train de me dire, c'est peut-être des mulets menés par des ânes. Hein. Ça me fait, de temps en temps, ça me désespère. Parfois, oui, c'est vrai. Vous savez, on a dans les expériences qu'on a fait en psychologie pour savoir combien se révolte quand tout le monde est d'accord dans l'autre sens. Ça s'appelle les expériences pour ça déterminer le nombre de résistants dans une société. Il y a à peu près 5%. Oui, c'est de cet ordre-là, généralement. 5%, à peu près 5%. Le problème, c'est à quel moment les 5% décident de. Et c'est pas mal, parce que 5% de la population française, elle fait 3 millions. Donc si d'un seul coup, ils s'énervent tous en même temps, ça suffira peut-être. Ah oui, c'est sûr, ça fait un paquet. Mais moi, mon problème, c'est là, les 30-40% restants qui sont toujours très contents d'Emmanuel Macron, mais qu'est-ce qu'il leur faut, quoi ? Est-ce qu'il faudrait qu'on aille leur couper les mains ? Non, mais je me pose la question. Bon. Volet suivant, on va parler de l'Allemagne, vite fait. Oui. Alors l'Allemagne, on avait annoncé il y a quelques mois qu'ils allaient débloquer 100 milliards pour leur armée, ce qui correspondait en fait à 2% à peu près de leur PIB chaque année. Et ensuite qu'ils allaient passer à 70 milliards par an pour donc entretenir la défense. Au final, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça parce qu'ils n'ont pas les sous. Donc pour le moment, ils ont débloqué, je crois, 50 milliards et ils vont avoir du mal à aller au-delà. Et ils disent, les 100 milliards, on y arrivera peut-être d'ici 2025, 2026, mais enfin, il faudra voir, quoi. Faudra attendre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont acheter des avions américains avec. Oui, c'est sûr. Oui, ils vont acheter des F-35. Mais ils vont pas acheter des Dassault. Hein. Non, effectivement, nous on fait tout pour qu'ils nous achètent des trucs, mais effectivement, on leur a même filé la technologie. Ils ont acheté, je sais plus combien de F-35 qui doivent être livrés d'ici 2026. Donc visiblement, ils sont pas non plus hyper pressés. Mais je me demandais si, par conséquent, c'était pas plutôt une bonne nouvelle pour la France, parce que c'est un petit peu peut-être notre dernier avantage comparatif par rapport aux autres. Il nous reste vaguement une armée et une industrie de l'armement. Oui, mais je crois que l'armée française, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que toute l'armée française réussirait pas à remplir le stade de France à la Saint-Denis. Là. Donc, qui correspond à 80 000 personnes. 80 000 personnes, donc on n'est même pas ça. Donc, mais ce qui reste quand même, c'est une espèce d'infrastructure intellectuelle des écoles, des endroits où on réfléchit à la stratégie militaire, à la géopolitique, je ne sais plus s'ils en ont en Allemagne, en tout cas en France on en a encore un paquet, des esprits qui réfléchissent sur ces sujets. Donc tant qu'il reste l'ossature à partir duquel on peut rebâtir, on peut en effet espérer le cas échéant, on pourra recréer une armée en l'espace de 4-5 ans, enfin développer l'armée actuelle. Mais je ne crois pas du tout que ce soit le cas pour l'Allemagne, parce qu'ils n'ont plus du tout l'armée, ils n'ont plus du tout l'ossature, ils n'ont plus rien. Tout à fait, oui. Ils n'ont plus rien, ils n'ont même plus le fondement sociologique. C'était les Junkers, là, tous les nobliaux allemands qui étaient la base de l'armée allemande. Et en France, c'était tous les gars qui étaient en Vendée, qui étaient dans, vous savez, tous les Versaillais, etc. Ceux-là, ils sont toujours là. Ils vont toujours dans l'armée. Effectivement, oui. C'est marrant, d'ailleurs. Il suffit pas juste de mettre beaucoup d'argent dans Non, l'argent ne suffit pas du tout. L'armée, c'est une question d'âme, c'est vraiment une question d'âme. Et des gens qui sont prêts à assurer. J'avais lu ce bouquin extraordinaire de Paoli il y a quelques années, rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine, qui s'appelait, je crois, La mort du soldat. Et c'était de montrer à quel point toute notre société, dans cette hypothèse de mort, essayait de tuer le soldat. Le soldat, c'est celui qui était prêt à risquer sa vie pour défendre la cité, qui mettait sa vie en jeu et qui était le défenseur de la cité. Et tout le monde le percevait comme ça, quoi. Et on a essayé de faire disparaître le soldat. Mais je ne sais pas pourquoi, il reste dans les profondeurs de la France encore des gens qui sont prêts à être soldats. Moi, je trouve ça au poil. Oui, non, c'est sûr. C'est peut-être le dernier truc qui nous reste, cette capacité qui rappelle un peu le côté grandeur de la France. Et puis c'est la grande illusion, si vous voulez. C'était le vieil Allemand qui discutait avec le vieil aristocrate français. Tous les deux, ils étaient là, ils se lamentaient sur la disparition. Et puis, non. Le vieil aristocrate allemand, il est plus là, et puis le français, mais moi, dans ma vie, j'en rencontre. Je me dis, tiens, celui-là, je sais pas d'où il sort, mais il est ce qu'a toujours été le soldat français. Alors, parfois, il se retrouve dans des boulots ailleurs, mais vous en faites en 5 minutes. Oui. Il n'a pas changé. Tu n'as pas changé, vous savez, comme disait Dalida. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Ah oui, je connais. Il y a des parties de la France qui n'ont pas changé. C'est pas ma génération, enfin.
Mais donc voilà pour l'Allemagne, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France en tout cas, parce que c'était peut-être la dernière chose qui nous restait. Et puis, chose suivante, actualité internationale un peu, un pays dont on parle assez peu, mais qui a quand même son importance, la Turquie. La Turquie demande aux États-Unis et à la Russie de faire partir du nord de la Syrie les forces démocratiques syriennes d'ici 2 semaines. Il y a un ultimatum, Erdogan leur dit... C'est-à-dire les Kurdes. C'est ça, c'est-à-dire les Kurdes, qui sont donc aidés par les Américains et les Russes. Et donc Erdogan dit vous me dégagez tout ça d'ici 2 semaines, ou sinon je fais une opération de grande ampleur. Voilà, tout le monde se regarde en se disant oh là là, d'où ça sort. Et alors je ne sais pas comment vont réagir ces États. Et donc comme je dis aujourd'hui que c'est d'ici 2 semaines, au moment où la vidéo sortira, ce sera plus qu'une semaine. Donc on aura peut-être un petit peu plus en vue ce qui se fera. Mais est-ce que vous pensez que Erdogan prépare une opération de grande ampleur pour contrôler la zone ? Voilà, c'est... Il faut remonter loin dans le Moyen-Orient, mais Saladin, vous savez, celui qui avait l'ennemi de Richard Cœur de Lion, qui a repris Jérusalem aux croisés, enfin bref. Saladin, c'était un Kurde. Donc les Kurdes, c'est ceux qui ont dominé le monde musulman jusqu'à ce que les Turcs seljoucides arrivent. Donc, puis ils ont ratatiné les Kurdes, et puis après ça, les chrétiens à Constantinople. Et il ne faut pas oublier que l'unité du monde musulman suppose qu'il y ait un calife. Et c'était depuis le XIVe siècle, XVe siècle, même avant, le Turc, qui était le chef de l'Oumma, de la nation musulmane. Et je me suis toujours demandé si Erdogan ne voulait pas redevenir le chef de la nation musulmane. En tout cas, il ne s'en est pas caché. Et il ne faut pas oublier qu'il a dit aussi que la démocratie pour les musulmans, c'était comme de prendre un bus pour aller au point A au point B. Quand on était au point B, on descendait du bus et on le laissait. Donc pour lui, il a toujours considéré la démocratie comme un moyen d'arriver au pouvoir et d'imposer les idées de la religion musulmane. Absolument. Il n'a jamais dit le contraire. Et là, ça devient intéressant parce qu'on sait pas du... Ouais. Imaginons qu'on ait affaire à un fada, ou que il a été au pouvoir depuis 10 ans, il arrive à des tas de gens qui arrivent, qu'au bout de 10 ans, ils deviennent un peu cinglés. Il est temps de les virer, quoi. C'est pour ça que Washington avait décidé que de rester 8 ans au pouvoir, parce qu'il voulait pas se faire transformer en roi, quoi. Et ben, si c'est le cas, s'il est en train de péter les plombs... je me ferais du souci si j'habitais une île grecque pas loin de la côte turque ou si j'habitais dans les territoires kurdes. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'il y a des troupes américaines qui sont dans le nord de la Syrie, justement là, parce que c'est par là qu'il y a les gisements de pétrole syrien, quoi. S'ils commencent à taper à droite et à gauche, ils risquent de taper sur les troupes américaines. Ouais. Oui, en plus de ça, il y a aussi... Et puis en plus, à ce moment-là, si les Turcs commencent à taper sur les Kurdes, je peux vous dire, c'est que les Azeris, là, en Azerbaïdjan, ils vont se dire, je vais les taper sur les Arméniens, puisqu'on a le droit, quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis, donc, il y a un risque, effectivement, de réaction en chaîne. Et puis, il y a aussi un tas de gens qui étaient quand même chez Daesh et qui sont dans les geôles des Kurdes, et donc qui sont physiquement au nord de la Syrie. Et donc, effectivement, si Erdogan fout le bazar, il risque d'être libéré. Donc c'est d'ailleurs comme ça que... demander l'asile politique en France. Oui, oui, exactement. Et donc c'est comme ça d'ailleurs que Washington se justifie, c'est en disant on assure quelque part une partie de la sécurité américaine en étant bien sûr que les gens soient dans leur prison au nord de la Syrie. Et Erdogan, bon, il n'est pas d'accord avec ça, donc... Mais on va voir, et on voit bien d'un seul coup réapparaître les anciens empires, c'est-à-dire, on voit très bien l'empire russe qui est en train de réapparaître, qui dit je veux pas qu'on m'embête à mes frontières, donc bon, il a fait le nécessaire. On peut dire c'est bien ou c'est mal, mais on voit l'empire russe apparaître, on voit l'empire turc réapparaître, l'Iran, ça fait un petit moment qu'ils sont là. Ça va laisser le monde musulman, les sunnites là, qui vont au Qatar et tout, en Arabie Saoudite, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que aujourd'hui, il y a Xi, le Premier ministre, le patron de la Chine, qui est en Arabie Saoudite.
Pour acheter du pétrole, j'imagine. Enfin, pour discuter de ça, mais il y a peut-être aussi, voir si on pourrait pas habituer un petit peu les Chinois au combat, quoi. S'ils ont besoin de troupes, peut-être on trouvera une solution pour en envoyer là où il faut, quoi. Effectivement, je pense que c'est ce qui manque le plus à l'armée chinoise, c'est l'exercice. Parce qu'à la limite, l'armée américaine, elle est surentraînée. L'armée chinoise, ils ont beaucoup de théories. On ne sait pas ce qu'elle vaut. Hein. C'est ça, on ne sait pas du tout ce qu'elle vaut. Elle est massive. Il y a plein de monde et tout, mais il faut les transporter. Il y a des problèmes de logistique, tout ça. Ouais. J'ai écouté des spécialistes qui disaient que après presque un an de guerre en Russie, l'armée russe était de loin la mieux entraînée au monde aujourd'hui. Ce qui est embêtant. Oui, c'est sûr, oui. C'est embêtant. Vous préférez avoir affaire à des armées qui ne sont pas entraînées que des armées qui sont entraînées. Oui, c'est certain. Donc on a... Comment dire, on a ouvert des boîtes de Pandore, là, il y a des tas de trucs qui commencent à sortir. Et on ne sait pas très bien où ils vont aller. Hein. Vous savez, c'est quand vous laissez quand votre freezer, il n'y a plus d'électricité, tiens, si ça coupe, et que vous avez 40 kilos de viande dans le freezer qui est congelé, qu'on venait 2 mois après, ça sent pas bon, quoi. Ah oui, c'est dans le fond, ce qu'ont fait les Américains depuis 5-6 ans, c'est de forcer les gens à couper l'électricité, à ne plus avoir peur des États-Unis. Ça peut nous amener des résultats intéressants. Ouais. Alors je reviens à ma vieille idée qui est la fin de l'ordre américain, quoi. Ouais, effectivement, il y a une remise en question, il y a une sorte de réaction en chaîne à chaque fois, puisqu'il y a un tas de pôles qui ont envie de se refaire un peu, et qu'on a vécu plus de 50 ans sous Pax Americana, sous Pax Americana, et que même encore plus depuis les années 90. Et effectivement, il y a l'Empire turc qui a envie de se refaire, l'Empire chinois a envie de se refaire. Je ne sais pas combien il y a de Turcs, mais il doit y avoir probablement pas loin de 3 millions de Turcs en Allemagne. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, les Allemands sont très très délicats avec et puis ils ont toujours eu des que... alliances historiques avec la Turquie. Et donc, si les Turcs allemands commencent à s'énerver parce que, je sais pas, il se passe des trucs avec les Turcs en Turquie. Mais je vous dis, on a réouvert toute une série de plaies historiques auxquelles il valait mieux pas toucher, quoi. Et j'ai encore un dernier sujet, c'est la Chine. Les Chinois, apparemment, se mettent à acheter beaucoup d'or. Oui, alors et puis ensuite, d'abord, ils sont en train de réouvrir à fond la caisse. Moi, ce que je trouve rigolo, c'est que la population chinoise a manifesté, tout le monde a dit que Xi va leur taper dessus. Ouais. Il leur tape pas dessus, il arrête complètement tous ces trucs du Covid. Oui. Non, il a plutôt raison, d'ailleurs. Il a plutôt raison, c'est beaucoup moins bête que de taper dessus, quoi, parce que taper dessus... Donc ils achètent beaucoup d'or. Alors j'étais la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, à Genève. Et à Genève, j'ai été reçu par des gens qui voulaient absolument me recevoir, je ne sais pas pourquoi. Et là, il y avait, dans l'assemblée qui était là, il y avait une quinzaine de personnes, un homme qui était l'un des plus gros fondeurs d'or en Suisse. Vous savez que c'est un des gros boulots en Suisse, c'est que vous achetez des petits bouts d'or partout en Europe, etc., vous les faites livrer en Suisse, et on en refait des lingots qu'on revend ensuite. Donc c'est ce qu'on appelle des fondeurs. Et il me disait que ça faisait à peu près 10 ans qu'il travaillait uniquement pour la Suisse, pour la Chine. Et qu'il livrait entre 700 et 1000 tonnes par an. Et là, les Chinois viennent d'annoncer qu'ils ont 37 tonnes de plus. Oui. Vous rigolez ? C'est pas grand-chose, 37. 37, c'est rien du tout. Donc, moi, j'avais calculé que, d'après ce que me disait ce gars-là, ils achetaient à peu près entre 100 et 80 milliards de dollars par an d'or sur le marché, comme ça. D'accord, oui. Et qu'on le voyait, ça apparaissait nulle part dans les comptes de la Chine. Par contre, ça apparaissait un peu dans les exportations suisses. Mais ensuite, ça disparaissait dans un trou noir. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est que la Chine n'a pas je ne sais pas combien, les 3000 tonnes d'or qu'elle prétend avoir, mais elle en a probablement le double ou le triple. Bon. Mais pourquoi ils font ça ? Ça revient à mon idée, vous savez, de guerre des monnaies, dont je vous ai souvent parlé ici. C'est-à-dire qu'avec la Russie, probablement, ils sont en train d'essayer de mettre au point un nouveau système monétaire qui sera fondé et sur l'or et sur le prix et sur l'énergie. Les deux. Intéressant. Et à ce moment-là, on se retrouvera avec une monnaie, si vous voulez, qui aura un fondement énergie, un fondement or. Le fondement or, ce sera la Chine, et le fondement énergie, ce sera la Russie. Et puis bon, on trouvera une solution. À ce moment-là, on va en prendre plein la tête, parce que qui va vouloir de nos obligations qui valent rien ? Tout le monde se précipitera pour acheter ce truc-là.
Si j'explique que on vous donnera du 2% sur une monnaie qui est moitié or, moitié énergie, alors on va se dire, c'est mieux que du 4% sur $1 où ils en impriment comme des malades et où ils sont pas raisonnables, ils font n'importe quoi. Donc, je crois que il va y avoir une espèce de contre-attaque monétaire qui va se passer avec la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, peut-être l'Indonésie ou j'en sais rien, et qui vont offrir une alternative au dollar. Oui. Mais pour ça, ils ont besoin d'avoir des stocks d'or absolument gigantesques pour donner de la crédibilité à la bête. Ouais. Et de dire, si vous avez trop de cette monnaie, je vous la convertis, je vous la donne en lingots dans l'autre sens. Ça, c'est possiblement quelque chose, une chose dans laquelle je peux croire. C'est-à-dire que... on peut plus faire confiance au dollar aujourd'hui. À court, moyen terme, j'ai encore une grosse confiance dans l'armée américaine pour se défendre dans le monde. Je pense que ça va être compliqué de la contre-attaquer. Ils ont 100 bases. Maintenant, 1000 bases, pardon. Monétairement, je veux bien y croire. À la fin de la suprématie totale du dollar, je veux bien y croire. Et donc... il y a des manœuvres en coulisses qui se passent. Je regarde par exemple des trucs curieux. Vous savez, je me dis, bon, l'Inde et la Chine, c'est les deux géants d'Asie, donc ils sont pas vraiment copains. C'est des pays très différents. Pas la même organisation historique, rien. Mais je regarde le cours de change de la roupie par rapport au yuan. Au yuan, pardon. Eh bien, depuis quelque temps, il est anormalement stable. Oui, on l'avait évoqué il y a quelques semaines. Il est anormalement stable. Et je me dis, mais il n'y a pas de raison qu'il soit stable. Quoi. C'est peut-être qu'ils sont en train de prévoir doucement. Au final, que l'Inde commence à pouvoir acheter son pétrole en Russie, en roupie. Donc, ils ont dû donner des assurances aux Russes que la roupie n'allait pas continuer à se péter la gueule, etc. Oui. Donc, vous avez toute série de choses comme ça qui, vous savez, un petit coup de projecteur là, puis ça s'éteint, puis un petit coup de projecteur là, ça s'éteint. Et puis, quand vous essayez de mettre ces petits coups de projecteur un peu partout, vous vous dites, il va se passer quelque chose dans le domaine des monnaies. C'est-à-dire que le privilège impérial du dollar, il risque d'en prendre un vieux coup. Quoi. Ouais, effectivement, c'est-à-dire que si les Chinois achètent autant d'or, c'est pas pour rien. Et soit ce monsieur qui fond de l'or vous ment, soit pourquoi il mentirait, effectivement, soit il dit la vérité, auquel cas, effectivement, ça voudrait dire que la Chine travaille sur un nouveau système monétaire. Qui sera fondé sur l'or. Et l'or, c'est un petit... Vous savez, toujours dit que l'économie... c'était de l'énergie transformée. Bon, mais l'or, vous avez acheté de l'or si vous avez transformé de l'énergie de façon rentable il y a longtemps. Donc mais vous pouvez acheter de l'énergie aujourd'hui vous regardez le ratio entre le cours du pétrole et le cours de l'or, depuis 1 siècle et demi, c'est une grande horizontale, mais avec des grandes variations autour, comme ça, ça se balade. Donc, l'or aussi, c'est de l'énergie transformée, et puis vous pouvez en acheter plein d'énergie avec un petit volume d'or, quoi. Donc c'est vachement pratique. Et puis le pétrole, c'est l'énergie, c'est l'économie dans le futur. C'est-à-dire si vous avez du pétrole, vous pouvez garantir que l'économie va continuer à fonctionner dans le futur. Donc si vous faites une monnaie qui soit à la fois l'économie du passé et l'économie du futur, vous avez une monnaie qui est meilleure que celle qui est du dollar, qui est l'économie du présent, mais qui dans le fond est que du papier, quoi. Ouais. Et c'est beaucoup plus crédible, quoi. Ouais, tout à fait. Et il me semble qu'on va vers un système comme ça. Et il me semble que ce que devraient faire les Russes maintenant, puisqu'on leur a collé, là aussi c'est une histoire de fou, mais cette histoire, l'Europe a décidé de mettre un cap sur les exportations de pétrole, la valeur des exportations du baril des Russes, etc. Donc l'Europe n'achète plus le pétrole russe, bon, mais elle dit à tous ceux qui achèteraient le pétrole russe, vous n'avez pas le droit de l'acheter à plus de 60. Mais de quel droit, nous, Européens, on pourrait dire à l'Inde, vous n'avez pas le droit d'acheter le pétrole, sinon on va se fâcher. C'est assez génial. On va faire quoi ? C'est quand même c'est d'une imbécilité, mais un peu.
Mais qu'est-ce qui leur prend ? C'est assez génial. Déjà, effectivement, que la Commission empêche déjà des pays européens d'acheter du pétrole russe, c'est déjà une chose qu'on mais qu'ils peut empêchent considérer les tiers d'acheter au-dessus de 60, et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont plus pouvoir vendre chez nous ? Oui, c'est l'idée qu'un contrat a des effets vis-à-vis d'un tiers, quoi. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que j'interviens dans les termes d'un contrat entre deux parties qui n'ont rien à voir avec moi. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous vous dites, mais ils sont malades, quoi. Effectivement. Qu'est-ce qui leur donne ce droit ? On va envoyer quoi, nos canonnières ? Oui, en plus de ça, vous voulez envoyer quoi ? Parce qu'il y a qu'un seul pays qui est potentiellement capable d'envoyer un truc, ça s'appelle la France, quoi. Et sinon, c'est de l'armement américain, faudra vous entendre avec eux, quoi. Et là, donc on est dans plein délire, c'est-à-dire qu'on pense que, comme c'était le cas au 19e, les désirs du monde occidental, ce sont des ordres pour les autres pays. Mais ils commencent à dire, vous savez quoi, vos ordres, si ça vous fait rien, j'en ai rien à foutre, quoi. Je suis plus une colonie, quoi. Donc, je sais pas, encore une fois, on a cette espèce de merveilleux... Et j'attends avec impatience le moment où les Russes vont dire, écoutez, d'accord, mais moi j'accepte le paiement du pétrole de ces pays-là, les autres pays, uniquement en or. Et il dit, d'accord, l'équivalent de 60 $ le baril, mais payable uniquement en or. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, dites-moi. Je sais pas, mais le cours de l'or passe au travers du toit. Ouais, oui, c'est vrai, c'est logique, oui. Parce que tout le monde achète de l'or pour acheter du pétrole. Mm-hmm. Oui, et puis en plus de ça refera et donc ils toucheront 100 $ le baril. Et ça refera les réserves de la Russie en plus. Oui, c'est ça. Mais vous m'avez volé 300 milliards là. Et l'autre fada, Madame von der Leyen, elle veut prendre ces 300 milliards pour rebâtir l'Ukraine. Mais c'est pas elle. Ouais. C'est pas elle, c'est à la Russie. Et si c'est pas à la Russie, c'est à la Banque Centrale Européenne à laquelle elle n'a pas donné d'ordre. Effectivement, tout à fait. Donc, si vous voulez, il y a des abus de droit dans tous les sens et on s'imagine qu'on peut violer le droit et parler d'une société. Comment on appelle ça on appelle ça une société où l'on est fondé sur le droit, vous savez, sur je sais pas, l'état de droit. Oui, l'état de droit, oui. Oui, mais l'état de droit, mais on fait des enfants à l'état de droit dans tous les sens et on s'attend à ce que les gens pensent qu'elle est restée vierge, quoi. Ouais, non mais c'est vrai, il y a cette volonté en Europe à la fois, on l'a vu vraiment récemment, à la fois d'enfreindre le droit quand on estimait que c'était bien, et à la fois de ne raisonner qu'avec le droit, c'est-à-dire que c'était vraiment l'Union européenne ne se percevait que comme une unité juridique qui n'avait aucune incarnation, aucun truc. Non, c'était juste un ensemble de textes, d'infrastructures politiques, administratives. Et ceux qui sont censés s'imposer au reste du monde. Et pourquoi ? Oui, il n'y a pas vraiment de raison. Oui. Surtout qu'en plus, quand on brandit des menaces comme ça, il faut avoir au moins la capacité de les mettre en œuvre, quoi. Là, il n'y a pas vraiment de suite. Bon, on a quand même pas mal discuté aujourd'hui. On a dépassé le temps réglementaire. On a dépassé le temps réglementaire. J'exige d'être payé pour mes heures supplémentaires. on est dans le temps additionnel, là, comme on dit. Je précise aux gens que la meilleure manière de nous soutenir, c'est de partager les vidéos sur tous les réseaux sociaux, et y compris à vos pires ennemis. Surtout à vos pires ennemis, même. D'aller regarder les articles de Charles sur le blog de l'Institut des Libertés. De s'abonner. Et ceux des autres aussi, parce qu'il y a Jean-Marie-Jacques Noé, il y a Jean-Baptiste Noé, il y a aussi Netter, qui font des bons articles. Tout à fait. Il y a pas mal de gens. Tout à fait, mais les plus importants, c'est évidemment les vôtres. J'oserais pas dire ça. Ma modestie me l'interdit. Oui, mais enfin, il y a quand même une sorte de culte de la personnalité. Oui, très fort à l'Institut des Libertés, oui, très fort. Voilà. Je vais me laisser passer une moustache comme Staline. Je renvoie aussi les gens vers nos différents réseaux sociaux. Donc nous sommes présents sur TikTok, il y a le compte de Charles Gave sur Instagram. Nous sommes partout, en réalité, nous sommes sur Twitter, nous sommes partout, il ne faut pas chercher. De toute façon, on y est. Donc je remercie tout le monde pour son attention particulière à nos émissions, et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Je pense que la semaine prochaine, je vais essayer de faire un truc. On va essayer de revenir sur toute l'année. Voilà. Oui. Peut-être à moins qu'on ait vraiment une grosse actualité brûlante, je voudrais faire un bilan général de l'année 2022. De ce qui s'est passé, de ce qu'on a dit, comment on a réagi, voilà. Ça serait rigolo. Ça. Ouais, je vais voir si je peux faire ça efficacement. Je pense que ce serait sympathique. Voilà. Alors surtout,
vous laissez tomber tous les endroits où on s'est trompé, vous ne parlez que de ceux où on a eu raison. Évidemment, ça va de bon, soi. Parce que j'avais quelques inquiétudes là. Non, mais moi aussi, je pense que j'ai dit 2-3 conneries. Non, je vais pas prendre le risque. On va glisser là-dessus et on ira sur l'essentiel là où on a eu raison. Vous verrez, j'ai eu 100% raison partout. Ça fait aucun doute. Bon. On devrait faire de la politique. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Délit d'opinion. Merci beaucoup.